Bienvenue à ceux qui étaient là pour l'issue de la première table ronde. Donc, on va parler cette fois des solutions pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Donc, éducation aux médias, éducation à l'information, bien sûr, il y a des solutions pour lutter contre le racisme, l'homophobie, l'antisémitisme et les discriminations. Martin Luther King disait « Une loi ne pourra jamais obliger un homme à m'aimer, mais il est important qu'elle lui interdise de me lyncher. » Mais tout ça, c'est quand même mieux si ça passe par l'éducation. Pour ça qu'on va beaucoup parler d'éducation dans ce débat. On éduque, on prévient, on chasse les chasseurs de émissaires, celui qui distille la haine ou l'exclusion, qui menace, comme on a évoqué tout à l'heure, parfois de gagner du terrain. Quels sont les espoirs de modèles? Quels sont les modèles d'espoir? On est davantage évidemment sur le terrain des remèdes. Comment éduquer les plus jeunes et les plus anciens, puisque j'ai appris tout à l'heure par mon confrère de France Télévisions que c'était les plus anciens qui étaient peut-être les plus enferrocés et les plus sûrs d'eux-mêmes dans leurs opinions. Pour ce débat, donc, j'accueille Serge Barbé. Bonjour M. Barbé, vous êtes le directeur délégué du CNI, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un organisme public, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, qui vient de fêter ses 40 ans, donc le bel âge de la maturité. À ma droite, à sa gauche, oui, à la gauche de M. Barbé, donc Agathe André, vous êtes dessinatrice, caricaturiste. Vous avez été productrice sur France Inter, grand reporter à Charlie, et vous êtes notamment cofondatrice de l'association Dessiner, Créer, Liberté, fondée par Charlie Hebdo et SOS Racisme dès après les attentats de 2015. Oui, juste une petite précision, je ne dessine pas du tout. Je ne sais pas dessiner, j'étais vraiment journaliste et pas reporter. Il vaut mieux pas pour le journal. Pardon. À ma droite, donc, Susanna Dorage, vous avez travaillé pour la télévision allemande, vous avez été journaliste à l'AFP puis sur Arte, et vous êtes présidente de l'association Lumière sur l'Info. Vous allez nous parler de ce que vous faites avec votre association. Et puis Hélène Bougnol, vous êtes vice-présidente du réseau éducation de la LICRA. Vous êtes, je crois, si je ne me trompe pas, médecin de formation. Donc, je vais passer la parole en premier à monsieur Barbé. Vous formez les formateurs, vous mettez de l'ordre dans les désordres informationnels. La finalité, bien sûr, c'est l'élève, l'éducation à la vie, au libre arbitre. Comment apprendre aujourd'hui à se servir des écrans pour ne pas se laisser asservir? Comment on fabrique des citoyens libres et éclairés? Je crois que c'est un peu votre credo. Vous reviendrez, je crois, sur l'exemple de Samuel Paty, ce qu'il faisait, ce que savent pas toujours nos concitoyens, ce qu'il faisait au moment où il le faisait, et pourquoi il ne faisait pas n'importe quoi quand il a été tué. Monsieur Barbé, c'est à vous. Merci beaucoup. Alors, vous avez cité le 40e anniversaire du Centre pour l'éducation aux médias et l'information, qui a effectivement été créé par décret du 26 avril 1983. On a réalisé un petit film, une petite vidéo que je vais vous proposer de visionner. Alors, je sais qu'on ne voit pas très bien l'écran derrière, mais sur les côtés, on voit mieux. C'est un petit film qui dure 1 minute et il ira mieux que je ne saurais le faire l'esprit de l'action de ce CNI. Est-ce qu'on peut l'annoncer? Est-ce que ça fonctionne? Des pionniers d'hier à tant d'héritiers engagés aujourd'hui. Plus que jamais indispensable pour construire demain. 40 ans d'éducation aux médias et à l'information. C'est apprendre à questionner ici. À observer ailleurs pour mieux comprendre l'époque et le monde. Faire, défaire, débattre, confronter, transmettre et recommencer. Savoir s'informer, partager, choisir et décider.
réalisé pour un opérateur public, le CLEMI, créé il y a 40 ans. Mais avant de commencer sa présentation, je voudrais dire que pour moi, c'est quand même un moment particulier parce qu'on est ici devant les militants d'une association ancienne que je connais bien et donc je connais le militantisme. Et nous venons d'une table ronde qui s'est exprimée juste avant nous avec des acteurs, qu'ils soient universitaires ou journalistes, dont je dois dire qu'ils sont aussi des acteurs très engagés sur la question des désordres informationnels qui sont finalement au cœur des enjeux de démocratie et de citoyenneté. Et donc, évidemment, on a eu un débat de haute tenue avec finalement un sujet assez complexe, on se rend compte, avec un degré de technicité qui est assez élevé. Et il ne faut pas penser que c'est un débat en chambre universitaire, mais que c'est un débat aujourd'hui qui a fait son entrée dans l'éducation. Dans l'éducation à la citoyenneté. C'est-à-dire que nous vivons dans des sociétés numériques où aujourd'hui cette question de savoir s'informer, de savoir lire l'information est devenue constitutif effectivement de la formation du citoyen libre et éclairé, comme on dit, parce qu'évidemment c'est la finalité de l'éducation aux médias et à l'information. Et cette finalité, elle a toujours porté le CLEMI dès sa fondation en 1983. Son fondateur habite à Montpellier, c'est un universitaire, Jacques Bonnet, et il parlait pour le CLEMI au départ de dire qu'il est indispensable de créer à l'école des ateliers de démocratie. Et si l'école peut être perçue comme un sanctuaire, en aucun cas elle ne peut être étanche au débat, aux sujets qui traversent, qui brûlent nos sociétés. Et il faut effectivement que l'on puisse aujourd'hui former des citoyens en les informant, en s'associant de l'expertise d'un certain nombre d'acteurs, au premier chef évidemment des enseignants, mais également finalement les médias, les professionnels de l'information et des médias, pour une société qui à l'époque, au tournant des années 80, on parlait des autoroutes de l'information, on parlait de l'avènement du média-télévision, on parlait de l'avènement, on parlait de l'ouverture des radios aux radios libres, on parlait de la démultiplication effectivement des sources d'information. Et 40 ans après, on se rend compte, et on en a parlé tout à l'heure, qu'une révolution numérique après, on parle de 83 pour la création du CLEMI et aussi pour l'Internet grand public, une révolution numérique après nous pose des problématiques extrêmement précises, puisque désormais, pour la génération Z, la génération née avec le digital, avec l'outil numérique, il est question de s'informer essentiellement via les plateformes, via les réseaux sociaux, même si effectivement il n'y a pas d'opposition à faire entre les médias traditionnels et ces outils numériques qui recèlent de progrès considérables, mais qui posent aussi des questions comme nous l'avons vu tout à l'heure. Donc la mission du CLEMI, elle est de 3 ordres. Elle est de former d'abord des enseignants aux cultures numériques et médiatiques, car cette formation n'est pas innée, elle n'est pas innée chez le citoyen, n'est pas innée chez l'enseignant, qui ne dispose pas d'une formation solide aux cultures numériques et médiatiques, notamment dans sa formation initiale. Et donc c'est effectivement d'abord pour le CLEMI une mission extrêmement importante que de former ces enseignants aujourd'hui aux cultures médiatiques et numériques. La deuxième mission principale du CLEMI, nous avons un certain nombre de partenaires ici, c'est effectivement de produire, parfois de coproduire, de diffuser, de valoriser des outils, des ressources numériques pour aider ces enseignants à intervenir dans les salles de classe, à faire la classe. Et nous sommes aujourd'hui sur des outils extrêmement perfectionnés. Alors je ne vous montrerai pas une ressource en particulier, je vais me contenter de vous en parler, qui est un jeu par exemple qui s'appelle Classe Investigation, où on plonge les élèves dans une situation d'enquête journalistique. Ils vont travailler en binôme et on va les confronter à un scénario sur lequel ils vont devoir travailler et produire par eux-mêmes un reportage. Pour cela, ils vont être confrontés à des sources d'informations que nous avons fabriquées et sélectionnées. Certaines sont fiables, certaines sont bidons. À eux, finalement, comme s'ils étaient journalistes, de comprendre le processus de la fabrique de l'info. Classe Investigation, on l'a adapté aujourd'hui à plusieurs degrés de l'école, avec plusieurs scénarios, et c'est quelque chose qui est extrêmement, on va dire, efficient, efficace pour les enseignants, qui a été conçu dans des groupes que nous faisons travailler, mêlant justement des enseignants, des professeurs documentalistes, des professionnels de l'information et des médias.
Ça, c'est la deuxième mission, je dirais, du CREMI, que d'outiller les enseignants. Et notre troisième mission, c'est effectivement d'organiser un certain nombre d'actions. Et nous sommes encore dans le cadre d'une 34e semaine de la presse et des médias dans l'école. Je vous dirai quelques chiffres. 280 000 enseignants inscrits aujourd'hui à la semaine de la presse et des médias dans l'école. 4 700 000 élèves participant de plein de loin à cette action éducative. Et donc, c'est un dispositif parmi d'autres que le CREMI organise, mais qui, par sa participation, par le nombre d'enseignants engagés, montre aujourd'hui l'importance que revêt ce thème de l'éducation aux médias et à l'information au sein de notre système éducatif. Et puis on en a parlé tout à l'heure, on a parlé des parents, des grands-parents, on a parlé des seniors, effectivement, et Julien Pain, qui est un des partenaires, puisque France Télévisions est un des partenaires parmi tous les médias aujourd'hui qui s'engagent aux côtés de l'éducation nationale. Effectivement, là-dessus, on a un travail, je dirais, vis-à-vis des familles qui est extrêmement important, un travail à opérer, et on parlait de la problématique des solutions. Alors, parmi les solutions, il y en a une qui me saute aux yeux immédiatement, c'est déjà le cercle des discussions. C'est-à-dire d'aller à la rencontre, et Mario Stasi l'a dit tout à l'heure, faire se rencontrer des opérateurs publics, des opérateurs privés, des citoyens, des associations, des collectifs. Et je crois que le sens de notre démarche aujourd'hui, déjà de pouvoir s'exprimer devant les militants et les membres de la LICRA, c'est déjà une démarche. C'est-à-dire sur des sujets qui paraissent des sujets de société suffisamment larges, sur lesquels on posséderait plus ou moins d'expertise ou de maîtrise, c'est de faire en sorte qu'on puisse nouer un dialogue qui soit un dialogue constructif, et ce dialogue, on va le retrouver aujourd'hui dans l'ADN du CREMI, de la façon dont il travaille, puisque je cite une action, une semaine de la presse et des médias dans l'école, nous avons 1800 partenaires sur cette action. La plupart sont les médias, tous les médias. Pas des médias en fonction de ce que l'on préférerait voir travailler avec nous, mais effectivement la galaxie médiatique dans son ensemble. Et pour ces médias, c'est effectivement aujourd'hui un moment de transformation qui est majeur, et donc les médias s'engagent, qu'ils soient médias publics, médias privés, quel que soit le support, s'engagent fortement parce que se posent dans ce moment que nous avons décrit tout à l'heure deux défis majeurs. C'est le défi du numérique, effectivement, comment être présent sur tous les territoires et les espaces numériques où se passent aujourd'hui des pratiques informationnelles. Et puis le deuxième, c'est effectivement cet enjeu d'éducation aux médias et à l'information, puisque derrière l'enjeu d'éducation aux médias, c'est un enjeu de citoyenneté. Et là, il y a eu effectivement dans notre système éducatif un certain nombre d'évolutions ces dernières années. Je dis 40 ans du CREMI, 2013, première étape dans le socle commun de connaissances et de culture, c'est-à-dire les compétences et les connaissances que les élèves doivent acquérir au cours de leur cursus, on va intégrer effectivement les enjeux de connaissances et de compétences liés à l'éducation aux médias. 2015, on a des réformes des programmes, du collège, on a une réforme de l'enseignement moral et civique, et on va voir comment l'éducation nationale, qui a une histoire avec le numérique, qui est l'histoire de l'informatique, mais va partir de plus en plus sur ces sujets qui concernent les enjeux de pratiques informationnelles, de pratiques citoyennes de l'information finalement, va les intégrer dans ces enjeux de compétences et de connaissances. Et puis on va avoir des faits au-delà des réformes des programmes qui vont aussi pousser, je dirais, les autorités, le législateur, les gouvernements à faire plus dans ce domaine. Et évidemment, on pense aux attentats. On pense aux attentats du 7 janvier 2015, Charlie Hebdo. On pense plus récemment, et je ne veux pas citer tous les drames et toutes les tragédies qui ont frappé nos sociétés, mais plus récemment, évidemment, 16 octobre 2020, l'attentat contre Samuel Paty. Et chaque fois que vont se produire dans l'espace de notre société de telles attaques contre les valeurs de la République, on va prendre des décisions pour renforcer et accélérer la transformation de notre système éducatif sur ces enjeux d'éducation aux médias et à l'information. Alors c'est quelque chose qu'on pourrait évidemment regretter, dire construisons des politiques publiques non pas en réaction à des faits aussi traumatisants et violents que les faits de terrorisme, mais construisons plus sur le long terme des politiques en cohérence avec les enjeux des sociétés numériques, puisque l'éducation aux médias et à l'information, c'est aussi un éveil à la citoyenneté, une citoyenneté engagée, effective, où le citoyen, à la sortie du système scolaire, va être rapidement doté d'une carte d'électeur et devoir opérer des choix. Et donc, effectivement, ce n'est pas un enjeu de se prémunir contre
les dérives des désordres informationnels, contre les fake news, mais c'est de saisir l'ensemble des enjeux aujourd'hui informationnels pour pouvoir apprendre à mettre à distance les contenus d'information sur tout type de support et à se forger une opinion par eux-mêmes, à développer un sens critique qui est nécessaire aujourd'hui par rapport à ces enjeux informationnels extrêmement diffus. Donc on est aujourd'hui sur une progression qui est forte, puisque j'ai dit qu'il y avait eu des évolutions dans les programmes, qu'il y avait l'évolution du travail que le CLEMI, avec l'ensemble de ses partenaires, outils médiatiques, mais aussi institutionnels, associatifs, réalise. Et il y a une autre question qu'on a posée tout à l'heure, on pourra en parler, avec Hélène notamment qui est à cette table, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que nous, militants, par exemple de la LICRA, on peut faire sur ce sujet-là, sur ces sujets qui nous mobilisent depuis cet après-midi. Et donc il y a effectivement une prise de parole à avoir vis-à-vis de l'institution scolaire, d'abord pour ceux qui sont parents ou grands-parents d'élèves, pour ceux qui sont parents d'élèves dans les réunions avec les enseignants, en début d'année, de dire par exemple, qu'est-ce que vous projetez de faire cette année en termes d'activité pédagogique autour des enjeux de citoyenneté, par exemple. Donc, on a besoin d'une prise de conscience, je crois qu'aujourd'hui elle est opérée, on a besoin d'une prise de responsabilité aussi, d'action de la part de tous les citoyens, d'interroger nos systèmes et de dire, voilà, on a des enjeux de citoyenneté, on a des enjeux aussi de compétitivité, si on parle d'un point de vue strictement des compétences du XXIe siècle à l'ère numérique. Donc on sait qu'on a besoin de former aujourd'hui nos élèves à ces enjeux de façon très forte pour exercer les métiers de demain. Et on voit les transformations qui sont en cours aujourd'hui, les transformations liées à l'intelligence artificielle. Ça n'a pas apparu dans la première table ronde, mais voilà aujourd'hui une nouvelle accélération des progrès technologiques qui interrogent le système éducatif de manière extrêmement puissante, et donc on a besoin de cette mobilisation de l'ensemble. Alors, que fait l'école? Elle fait cette éducation aux médias et à l'information qui est à la croisée des chemins. Elle le fait puissamment en France, et je vais terminer ma présentation par cela. Elle le fait puissamment en France parce que nos partenaires nous le disent. Vous avez eu Charlie Hebdo, vous avez eu Samuel Paty, mais ils avaient dit d'abord Charlie Hebdo, et donc vous avez pris cette habitude de renforcer les alliances citoyennes entre les acteurs institutionnels, je l'ai dit, l'école, avec les médias, avec les associations. Donc vous avez pris, on dira, une certaine avance sur ces enjeux-là, et donc on a aujourd'hui des coopérations internationales où la France se trouve particulièrement interrogée, scrutée, examinée de près pour ses pratiques. Et pour vous dire les choses très simplement, c'est que si j'avais pensé il y a 4 ou 5 ans que le CLEMI, cette association encore jeune, finalement 40 ans, se retrouverait aujourd'hui embarqué, on a cité cette notion d'alliance tout à l'heure, avec une agence de presse, l'agence France Presse, mais aussi des universitaires, avec le Media Lab de Sciences Po Paris, avec une société privée qui développe des solutions d'open source dans le cadre d'un projet européen sur la lutte contre la désinformation, où on voit comment il est nécessaire aujourd'hui de faire travailler des gens d'horizons très différents autour de ces enjeux communs. C'est ce que nous faisons. Si on avait dit, il y a quelques années, les Québécois qui ne sont pas en retard sur ce sujet de l'éducation à la citoyenneté, au regard de l'éducation aux médias, vont créer un centre québécois d'éducation aux médias et à l'information en venant examiner ce qui se fait à Paris, je l'aurais signé évidemment tout de suite, mais je l'aurais peut-être pas cru à l'époque. Et si on avait dit, aux 4 coins de la planète aujourd'hui, du Brésil, en Afrique, on a des sollicitations pour venir effectivement expliquer ce que nous faisons, je crois que là, il y a un enjeu de coopération internationale extrêmement intéressant à développer, puisque les problématiques que nous avons, des désordres informationnels qui déstabilisent les régimes quels qu'ils soient, et notamment les régimes démocratiques, concernent à peu près toutes les régions du monde. Et donc toutes les régions démocratiques, évidemment, tous les régimes, mais d'autres régimes aussi, avec des solutions drastiques. Les nôtres s'appuient sur la liberté, sur les principes, je dirais, qui fondent la République, notre République, et donc la liberté d'expression. Et donc nous avons une approche qui est évidemment une approche d'ouverture, de coopération, d'éveil. Et donc je crois que là-dessus, voilà, on a cette situation, cette réalité d'un morceau, d'un pilier d'éducation à la citoyenneté que nous poussons au sein du système éducatif, qui est certes imparfait, mais qui vient aussi par ses pédagogies, finalement, enrichir des actions que l'éducation nationale essaie de faire. Alors sur le sujet de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, dans le cadre de la semaine d'éducation et de l'action contre le racisme et l'antisémitisme, avoir des ateliers d'éducation aux médias
où on peut apprendre aux élèves à mettre à distance les contenus d'information, notamment les contenus qui propagent la haine, le rejet, l'intolérance. Dans d'autres types d'actions, le prix, l'analyse, la semaine de la presse et des médias dans l'école, toutes ces actions viennent donner des opportunités de faire travailler ensemble, comme on l'a fait sur la première table ronde avec un public adulte et avec un public plus jeune pour les éveiller à ces enjeux-là. Merci. Juste deux petites questions qui me viennent à l'esprit immédiatement. Vous avez parlé tout à l'heure des jeunes auxquels vous invitez à se forger une opinion par eux-mêmes. C'est le journaliste qui s'interroge. Est-ce qu'il y a des résistances? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des jeunes qui vous regardent avec des grands yeux en vous disant mais qu'est-ce qu'il vient me raconter, là, lui pourquoi il vient me parler de valeurs républicaines? Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment accrochés à leurs certitudes? Ou vous arrivez à abattre des digues entières? C'était ma première. Ce que j'ai aimé dans le témoignage de Julien Pain tout à l'heure, il le disait très bien, on peut effectivement faire changer aussi, on a des esprits jeunes qui peuvent écouter et changer d'avis aussi, et c'est l'enjeu de l'éducation qui est très important. Alors évidemment, si je vous dis qu'on fait, par exemple, j'ai un souvenir très précis, dans le cadre des rencontres de l'histoire de Blois, nous avions organisé avec le dessinateur Plantu et un dessinateur israélien Kishka, qui était venu pour Cartoon for Peace, devant 3 classes de lycée, une masterclass sur la caricature. Et oui, nous avons eu des élèves qui avaient été choqués de caricatures moquant des religions. Et donc, effectivement, il y a un travail de formation, d'éducation à faire pour apprendre à lire le dessin de presse et la caricature. Sachant qu'il faut partir du principe que ce dessin de presse et cette caricature, aujourd'hui, à l'ère numérique, signifient beaucoup plus, parfois, peuvent signifier beaucoup plus qu'un simple dessin de presse ou une caricature, notamment quand elles sont décontextualisées et qu'elles servent à servir un discours de propagande. J'étais à Clermont-Ferrand, au premier jour de la semaine de la presse et des médias dans l'école, le 27 mars dernier, avec une enseignante de 4e, assistée d'une journaliste de Radio France, et elle me disait c'est particulièrement difficile ces jours-ci, parce qu'on a une grosse campagne anti-Charlie. Je disais une campagne anti-Charlie, mais je ne voyais pas l'actualité, je n'avais pas le dernier Charlie en tête, et je m'étais dit, tiens, est-ce qu'ils ont encore commis quelque chose qui pourrait créer un débat vivant? Et en fait, c'était suite au tremblement de terre en Syrie et en Turquie. Et donc sur TikTok, des propagandistes religieux avaient décontextualisé les dessins en disant, regardez comme Charlie Hebdo aime bien se moquer des musulmans quand ils meurent dans des tremblements de terre. Et donc pour les gamines de 4e, dans ce quartier paupérisé où la mixité n'existait pas, évidemment, le discours était violent. C'est-à-dire entre l'atelier d'éducation aux médias, où on va apprendre justement à lire une caricature, à décoder une caricature et à la comprendre, dans un univers où la grammaire médiatique ne tourne plus autour du dessin de presse et des caricatures pour ces jeunes, mais plutôt autour de la vidéo dans des formats extrêmement courts, des stories, bien comprendre que tout est à reprendre, notamment dans la lutte contre la désinformation et le discours de haine, mais là j'ai des exemples concrets. Alors je pourrais vous en raconter des dizaines et des dizaines, mais je pourrais aussi vous raconter des exemples positifs, c'est-à-dire justement de ce que l'on arrive à obtenir, justement par l'intermédiation, par l'éducation, pour apprendre justement à cette jeunesse française d'abord à quel pays elle appartient, quelle est l'histoire de France et son lien intime avec la caricature, comment la caricature et le dessin de presse sont constitutifs de notre République, et donc des enjeux qui y sont liés. L'exemple que je donne peut sembler un petit peu fort, mais cet exemple, on peut l'ouvrir aujourd'hui à des débats et à des élèves vraiment de façon très large, où la question de l'identité aujourd'hui telle qu'elle se construit au travers d'idées et d'apparences liées au fonctionnement des réseaux qui ont été parfaitement décrits tout à l'heure, sans même que nous ayons pris peine de décrire justement les outils neuromarketing développés pour les déconfirmations, les dérecommandations, les bulles de filtre, etc. Mais effectivement, on a un enjeu de compréhension de cette plateforme de fonctionnement pour se défaire de ces carcans et effectivement être dans une démarche d'émancipation. Et cette démarche d'émancipation, c'est une démarche d'éducation qui passe très fortement à l'école de la République. Mais effectivement, nous sommes comme Julien Pain, c'est-à-dire parfois avec le sentiment de devoir vider l'océan avec une petite cuillère, mais la solution, il n'y en a qu'une, c'est celle des alliances. De l'alliance dans tout ce que nous faisons. Donc alliance avec
entre les enseignants et les professionnels de l'information des médias, du numérique, alliance quand je fais des campagnes pour les parents avec des caisses des allocations familiales pour aller jusqu'au plus près des publics, et avec France Télévisions pour faire des campagnes de sensibilisation sur toutes les chaînes du groupe, etc. etc. D'accord. Et dans les médias en général, qui joue le jeu, qui joue plutôt le jeu, qui joue moins le jeu quand vous vous adressez à eux, comment ça se passe chez les journalistes, je veux dire. En fait, on a d'abord, je crois que janvier 2015 a marqué un tournant réel, parce que quand je regarde le paysage aujourd'hui des associations de journalistes qui se sont créées, la DCL ici, on en a d'autres, et effectivement, il y a ce déclencheur au départ. Ensuite, les médias, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans toute leur diversité, si je vous dis qu'on travaille avec le groupe Altis et BFM, chaîne d'info continue, sur ces enjeux-là de façon de plus en plus forte, on travaille avec TF1, nous travaillons avec l'agence France Presse, nous travaillons avec l'ensemble de l'audiovisuel public, et avec Nathalie Sonac qui s'est exprimée tout à l'heure, nous essayons de faire comprendre à tous les opérateurs, et notamment au niveau des opérateurs publics, la nécessité d'une action coordonnée de fond pour qu'on puisse avoir le meilleur impact possible et construire des politiques d'éducation aux médias et à l'information vraiment intégrées. Je dois dire que sur tous ces sujets-là, aujourd'hui, on a vraiment une volonté de la part des acteurs de la presse des États qui est assez unanime. Et puis vous êtes un représentant, mais journaliste de la presse quotidienne régionale, la PEM. Alors il y a une alliance pour la presse d'information générale qui a été créée en 2018. C'est au moment du débat sur les droits voisins européens, c'est-à-dire comment on fait si demain, effectivement, on arrive à négocier avec les GAFAM un reversement de recettes qui nous sont dues. Bon, je simplifie un peu le débat, mais créons une alliance qui nous permettra d'avoir une régie commune. Ce sont 285 éditeurs de la presse aujourd'hui qui sont dans cette alliance. Une des premières actions qu'ils ont créées en 2019, c'était une association pour l'éducation média. Et donc nous travaillons avec aujourd'hui la quasi-totalité des acteurs de la presse et des médias. Merci. Donc Suzanne, qui est assise à mes côtés, donc vous faites des interventions, on va revenir sur les écoles précisément. Vous avez aussi produit des vidéos très, très didactiques, je crois que vous allez nous en parler avec deux jeunes, Scotty et Melissa, pardon. Pas de cours magistraux, vous m'avez dit, c'est exclu. Pas d'angélisme non plus, donc réfléchir, se poser les bonnes questions, aller chercher l'info à la source, un peu comme les journalistes. La curiosité, toujours la curiosité comme facteur de ressources. Par exemple, j'aimerais bien que vous parliez de l'exemple que vous m'aviez évoqué, c'est-à-dire quand Mbappé tire à côté du but, tout ce que ça peut générer derrière, comment vous le gérez par ailleurs, enfin bref, du concret, du novateur. Vous leur dites, et je trouve la formule très jolie, on va juste allumer nos têtes. Merci beaucoup. Merci à la DICRA, M. Sadi, et aussi à Serge Barbet de m'avoir invité. Donc ça me donne l'occasion de parler d'expérience, je dirais, de terrain. Et qui sont en fait, je me suis rendu compte, en y réfléchissant, en venant, qui sont extrêmement liés en fait à la lutte contre l'antisémitisme et le racisme. Et vous allez voir pourquoi. Et j'aimerais juste en 2 mots raconter comment cette association Lumière sur l'info est née. Et en fait, elle est née, comme d'autres d'ailleurs, après les attentats de Paris en 2015. Mais en fait, elle est née lors d'une rencontre avec un groupe de garçons en grande banlieue parisienne, à Courcouronnes, à 30 km du centre de Paris, qui était dans un quartier très enclavé, en fait, avec des autoroutes autour, donc qui était en jogging, un peu casquette, qui tenait le mur, et qui tenait des discours absolument hallucinants. C'est-à-dire, on a passé 3 semaines avec eux, donc on a fini par bien les connaître, c'est 6-7 garçons, et en fait, ils nous ont expliqué pendant ce temps que le monde est dirigé par un complot juif. Ils en ont la preuve que les attentats à Paris n'avaient pas eu lieu, ou si jamais ils avaient eu lieu, alors dans ce cas-là, ça a été fomenté par le gouvernement français, et ils arrivaient en fait à nous montrer, je dirais, une version très cohérente de leur monde. Et ce qui m'avait beaucoup touchée, c'était un de ces garçons, mais en toute, je dirais, avec toute sa verve de jeunesse, disait à un moment donné, et s'il faut prendre des armes
pour arrêter ça, ben nous aussi, on va le faire. Et là, avec les caméramans, on a commencé à réfléchir, à se dire, qu'est-ce qu'on doit répondre quelque chose. On ne peut pas juste les filmer, là, comme... Ouais, il faut qu'on leur dise quelque chose. Et alors, du coup, on a commencé à batailler, à dire, mais non, enfin, n'importe quoi, c'est pas vrai. Nous, on était à Paris, dans le quartier des attentats, enfin, je vous assure, ça a eu lieu. Et rien n'y faisait. C'est-à-dire que c'était parole contre parole. Eux, ils avaient vu sur les réseaux sociaux, et nous, on disait autre chose, et puis on était face à face. Et alors, du coup, on est allé chercher, on est allé regarder de près ce qu'eux regardaient. On est allé sur leur terrain. Et on a trouvé que leur source principale d'information, c'était un site qui s'appelle Alter Info. Alors, je ne sais même pas s'il existe encore, mais à l'époque, ce site, en fait, avait un tas de fausses informations, et notamment aussi extrêmement anti-arabe. Et c'était une chance, parce qu'on a montré le site en disant, bah voilà, la vidéo là que tu viens de me montrer, juste clique plus loin, mais voilà ce qui est autour, voilà qui est la source. Et puis ils sont tombés de l'arbre. En fait, ils étaient extrêmement étonnés de se dire, ah bah oui, mais c'est bien quelqu'un qui l'a mis sur Internet, et ils ont compris tout de suite dans quel but. En fait, ils ont vu le site, ils ont compris tout de suite. Et de là est née en fait cette idée donc, de former une association avec d'autres collègues, avec des journalistes, pour aller dans les écoles, donc dans un premier temps. Et parce qu'en fait, ces mêmes garçons, pour ceux qui étaient scolarisés, disaient aussi qu'à l'école, dans leur quartier, en tout cas, c'est très difficile de parler de ces sujets parce que c'était extrêmement, enfin, ça partait tout de suite en chahut et que les profs étaient déplacés et que du coup, ils n'en parlaient pas. Et alors l'idée pour nous, c'était de dire, ben nous, on va faire, voilà ce que font nos collègues, d'ailleurs très très bien, mais nous, on va toujours partir de l'information, des informations des jeunes. C'est-à-dire tout ce qu'on fait part toujours de liens, Instagram, YouTube, TikTok, tout ce que vous voulez, mais qui est choisi par les élèves. Donc normalement, on fait toujours 2 interventions, une première pour qu'ils choisissent des liens et une seconde pour qu'on décortique, c'est-à-dire que nous on fait nos devoirs, les journalistes, et eux aussi on leur apprend à le faire. Et l'expérience, le niveau d'expérience est extrêmement positif, et ils adorent, en fait je crois que j'ai jamais eu un élève qui n'aimait pas ça, ils adorent quand on va sur leur terrain. Et en fait quand on parle de foot, de ça, de tout ce qui existe dans leur univers, ben, on arrive toujours à des informations aussi très sensibles, c'est-à-dire que on peut, enfin, à partir de quelque chose d'anodin, on arrive derrière à des choses qui sont à déconstruire et que du coup eux-mêmes déconstruisent. Voilà. Et donc ça c'était un premier volet, et dans un deuxième volet, on se dit il faut qu'on trouve un moyen de toucher plus d'élèves, ce qui n'est pas facile parce que en fait, si on fait le calcul, même si tous les journalistes allaient dans les classes, ça ne suffirait pas. Et puis il faut trouver le temps. Et donc on a commencé une production vidéo, et je voudrais juste vous montrer un petit extrait, donc avec deux jeunes qui participent, en fait, qui au début étaient des acteurs, mais qui sont devenus à force des jeunes journalistes parce qu'on leur a appris, puis on a formé une petite rédaction avec eux, donc il y a toujours un journaliste, toujours un rédacteur en chef, en fait tout est enquêté, voilà. Et je voulais juste vous montrer une petite vidéo où en gros ils se présentent pour vous donner une idée. Donc il s'appelle Scotty et Maïssa. Je suis Maïssa. Et moi c'est Scotty. On a entendu dire que esthétiquement les juifs avaient le nez crochu. Alors, pas de miroir, pas regarder mon nez, mais j'ai pas l'impression d'avoir un nez si crochu que ça. Depuis le temps que nous vous attendions. Est-ce que les francs-maçons sont les maîtres du monde? C'est une idée reçue. Puisque vous êtes là pour les effacer, c'est une idée reçue. On ne partage pas des choses, on n'est pas sûr de la source, d'où ça vient, ce qu'ils en font, etc. Abonnez-vous! Lâchez un code et activez les cloches de notification. Bien un like, c'est très important un like. Bravo. Merci beaucoup. Et alors, donc, je vous ai dit que l'association, quelque part, elle est née aussi
à cause de ces réflexions totalement antisémites qu'on a pu rencontrer dans ce groupe de garçons. Et alors, en fait, en pensant à ce programme vidéo qu'on avait prévu de faire, on s'est dit que pour nous, c'était important que ceux qui présentent le programme, d'une certaine façon, que d'autres jeunes puissent se reconnaître en eux. Et alors, en fait, parfois, on a la question, donc je réponds parce que je pense que vous posez peut-être la question, pourquoi est-ce qu'ils sont du coup noirs tous les deux? Et en fait, la question, elle est assez simple parce que c'était les meilleurs. C'est-à-dire qu'on a fait un casting, un grand casting, donc on a casté une centaine de jeunes, et on voulait un peu, que ça soit un couple, je dirais, un petit peu mixte, garçon, fille, peut-être pas les mêmes d'origine, pour que ce soit un peu cosmopolite. Et finalement, ces deux-là qui ne se connaissaient pas sont arrivés, et puis ils savaient tellement bien fonctionner ensemble, jouer ensemble, ils étaient curieux, donc ils avaient vraiment envie de faire. Après, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Nous, ils sont alors tous les deux, et après, on s'est dit, mais c'était les meilleurs, et alors du coup, voilà, on va les prendre. Mais ce qu'on n'a pas prévu, et alors moi, vraiment, ce que je n'avais pas prévu du tout, c'était qu'on s'est retrouvés sur un certain nombre de posts, avec des commentaires mais racistes à un point que je ne savais même pas que ça existe. Je veux dire, et d'ailleurs, on les efface et j'ai fait attention à ce que ce côté Maïssa, par exemple, ne les voit pas, parce que je pense que pour Maïssa qui a commencé ce programme, elle n'avait pas 18 ans, ça serait extrêmement violent de se rendre compte de cette réalité. Et voilà, c'est à quoi tu as fait allusion tout à l'heure, c'est que par contre, ce qui est intéressant, ce qui était très intéressant pour moi, c'est que moi, évidemment, j'étais au plafond, je me suis dit, c'est pas possible, il faut dénoncer ce racisme, c'est atroce. Et en fait, Scotty lui-même a réagi un peu différemment. Et notamment, il avait fait un petit post sur Mbappé qui avait tiré, vous vous rappelez certainement mieux que moi, à côté du but, donc voilà, tout le monde le sait. Et Scotty, en fin de foot, il avait fait un peu. Et parce que, parfois, on parle aussi de choses un peu plus anodines. Et alors ce poste, donc du coup, en fait, les gens ont réagi en disant que Mbappé avait tiré à côté, mais en traitant de tous les noms que je ne vais pas répéter, mais qui faisaient référence à sa couleur de peau. Et la réponse de Scotty, alors moi j'aurais répondu de façon extrêmement violente en dénonçant ça, mais on va voir, on a de la police, et Scotty a dit non, c'est pas faire ça. Et lui, il a fait un post où il a expliqué très calmement, mais écoutez, je vous comprends. Il a tiré à côté, ça rend absolument furieux. Moi aussi, je trouve que c'est inadmissible, il ne peut pas tirer à côté. Par contre, il n'y a vraiment aucun rapport avec la couleur de sa peau. C'est-à-dire qu'il était beaucoup plus posé. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que je me suis dit, oui, en fait, il ne faut pas parler à sa place, c'est à lui de voir comment il souhaite répondre. Voilà. Mais comment vous arrivez à décortiquer le phénomène qui fait qu'on va accuser Mbappé de tirer à côté au prétexte qu'il est noir, alors même que c'est quand même, l'histoire a démontré que c'est quand même le meilleur joueur français. Voilà. Vous arrivez à retourner complètement à la source. Pourquoi on va s'acharner sur lui et pas sur Griezmann ou pas sur la médiocrité de tel autre joueur français? C'est compliqué. Oui, alors moi je ne suis pas du tout universitaire, donc je n'ai pas étudié, donc j'ai pas étudié ces phénomènes-là de façon scientifique, mais à lire les commentaires, j'avais quand même l'impression que c'était vraiment des jeunes, enfin des jeunes ou des moins jeunes, mais que c'était vraiment l'extrême droite du coup qui était arrivée sur le compte et qui se faisait juste un plaisir de. En fait, en réalité, ils se font un plaisir symboliquement de dire à ces jeunes-là, par exemple Scotty et Maïssa, de leur dire vous n'avez pas la légitimité de parler. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'ils s'expriment, je sais pas, par exemple, ils ont fait quelque chose sur la pilule du lendemain, est-ce que c'est vraiment nocif pour la santé ou pas? Et là, arrivaient des personnes pour dire, alors toi, occupe-toi de la natalité en Afrique. Et en fait, on leur retire, par leur couleur de peau, en fait, on leur dit, mais vu que t'es noir, t'as pas vraiment le droit de parler de ça, ou pas vraiment le droit de parler de ça.
Et voilà, donc du coup, nous, on réfléchit, chaque fois, on réfléchit avec eux à des réponses. Hein. Je crois que c'est important. Merci beaucoup. Agathe André, je laisserai la parole au dernier, madame. Agathe André, donc votre univers c'est plutôt l'éducation au dessin de presse et la caricature. Comment on lit un dessin et surtout comment on le décrypte, comment on le comprend, avec exemple à la clé, je crois que vous en avez quelques-uns. Oui, tout à fait. Peut-être qu'on peut lancer le slide 2. On va suivre le deuxième, celui-là, c'est toi. Oui, voilà. Donc moi, j'étais journaliste à Charlie Hebdo, et l'idée, c'est d'aller sur des terrains en guerre, mais de trouver toujours des angles un peu tordus, un peu rigolos pour parler de la tragédie du monde. À France Inter, je parlais de cul, et autant vous dire que l'islamisme et le fanatisme islamiste, décidément, nous aura mis dans des comment dirais-je, pas dans les cul-de-sac, mais en tout cas vers des orientations que j'aurais évidemment pas prévues. Donc Dessiner, Créer, Liberté, effectivement, a été créé par Charlie Hebdo et SOS Racisme, qui sont des vieux combattants sur certains, voilà, des vieux copains de combat. La LICRA également, puisqu'ils étaient avec nous lors du procès des caricatures danoises. Alors on peut peut-être passer sur la deuxième slide. Et en fait, l'idée c'était de lever un malentendu. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en vienne à assassiner des dessinateurs et des journalistes qui toute leur vie ont combattu le racisme? Parce qu'on peut évidemment tout le reprocher à ce journal, un peu putassier, grossier, vulgaire, gaucho, que sais-je, trop de droite, et certainement pas d'être raciste. Donc il y avait un malentendu à lever, et c'était en tout cas celui-ci, c'est que l'identité, c'est pas la croyance religieuse, qu'on peut rire des religions sans attaquer les croyants, on peut mettre en scène le racisme pour mieux le dénoncer, qu'on peut rire des tragédies et de la mort sans se moquer des victimes. Donc c'était de mettre un petit peu tout le monde face à un langage qui de toute évidence est en train de se perdre. Effectivement, le dessin de presse qui a ses codes, qui a sa grammaire, qui nécessite une grille de lecture pour être compris. Tu l'as dit tout à l'heure, Serge, sur la question de la contextualisation. Et là, le plus triste étant que les enfants ne connaissent pas ce langage-là, c'est une chose, mais que des grands universitaires chers à Sciences Po et j'en passe, voilà, c'est pas l'endroit, se passe aussi à côté de la contextualisation pour des idées, pour des vertus idéologiques. On peut passer effectivement sur la deuxième, je vais aller assez vite parce que l'idée c'est de vous montrer le dernier outil qu'on a fait. Alors, le projet fondateur, c'était #JeDessine, que Serge Barbet a bien connu puisqu'il a largement contribué à le faire financer en partie par l'Éducation nationale à l'époque de Najat Vallaud-Belkacem. Et en fait, c'est qu'après les attentats du 7, 8 et 9 janvier 2015, on a reçu des milliers et des milliers de dessins à la rédaction de Charlie, qui était à l'époque hébergé à Libération. Plus de 25 000 dessins qui avaient été faits par des enfants, des adultes, des jeunes adultes, en classe ou tout seul. Et tous ces dessins, on les a tous regardés, analysés, et on en a sélectionné 165 pour en faire une petite sélection. Et des supports pédagogiques, parce qu'il se trouve que le dessin c'est un support magnifique pour d'abord accessible à tous, pour pouvoir remettre des mots sur les choses. Voilà, donc ça c'est le dessin clé de cette expo-là. Et cela permet en tout cas d'aborder la liberté d'expression et ses limites, d'aborder les amalgames, c'est quoi le danger quand on tue au nom d'une religion. Tous les musulmans, si les terroristes en ce moment se revendiquent musulmans, tous les musulmans ne sont pas terroristes, dire d'où on parle en fait. Qu'est-ce que c'est de faire nation, quelles sont les valeurs de la République, qu'est-ce que le racisme, qu'est-ce que l'égalité, enfin autant de dessins qui permettent d'aborder tous ces sujets-là. Et puis qui permettent aussi de commencer une première initiation à la lecture d'un dessin. Voilà, alors c'est vrai que c'est des dessins qui a priori sont faciles à décrypter, mais il y a une méthode, et ça c'est sans doute la même chose devant une photo, mais devant un dessin,
Qu'est-ce qu'on voit? Et ça, c'est très important, sans aucune interprétation. Qu'est-ce que je vois? Comme si quelqu'un était aveugle quand on lui décrivait le dessin. Pas d'interprétation. Deuxième, à quoi ça fait référence? Un dessin de presse, comme son nom l'indique, ça traite de l'actualité. Personne se lève le matin en se disant « Ah bah tiens, je vais me faire Mahomet, tiens, je vais me faire Macron ». C'est de toute évidence, il s'est passé quelque chose dans l'actualité pour que les dessinateurs s'approprient cette actualité. Donc le contexte, ça c'est essentiel. Généralement, un dessin de presse satirique, ça croise deux actualités. Troisième étape, l'interprétation. Qu'est-ce que veut nous dire le dessinateur? À quel registre d'humour il fait appel? Est-ce que c'est de l'ironie? Est-ce que c'est de l'humour noir? De quoi rit-on? Est-ce qu'on rit pour faire communauté? Est-ce qu'on rit pour exclure? Est-ce que c'est un rire politique, sarcastique, un rire absurde? Tout autant de questions pour essayer de comprendre les intentions du dessinateur. Et là seulement, quatrième étape, est-ce que je suis d'accord avec ce dessin-là? Et à vrai dire, si on ne suit pas ces trois étapes-là, bien souvent, la réponse à la quatrième question n'est pas la bonne. Voilà. On peut trouver un dessin super à première vue, et plus on le regarde, plus on va dire oh, en fait, c'est un peu dérangeant à vrai dire, ou à l'inverse, un dessin qu'on trouve effectivement très choquant au départ, va le trouver finalement bien plus intéressant pour la suite. Donc ça c'est le projet fondateur, on commence par là et on va dans toutes les écoles et jusqu'en prison. Moi depuis 2 ans maintenant je suis en Méditerranée en maison centrale et aussi dans les quartiers d'isolement auprès de détenus incarcérés pour radicalisation et ça fonctionne en fait. C'est qu'il y a aussi l'action du préjugé, c'est-à-dire que tout le monde a des préjugés sur Charlie Hebdo, ça fait partie du boulot de démonter ses préjugés, et encore une fois, on n'est pas des VRP de Charlie Hebdo, on n'est pas obligé de le lire. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il existe dans la pluralité de la presse. Voilà. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi nous, journalistes, entre guillemets, qui nous revendiquons athées, ce qui est quand même le cas à Charlie, mais en tout cas laïque, c'est aussi de faire tomber ces préjugés sur ces radicalisés, on va dire. C'est quoi le parcours? Comment ils sont venus là? Et très souvent, c'est des parcours au long cours. Quand on arrive aux caricatures de Charlie, en particulier à celle représentant le prophète, celle de Cabu, ou de Charles, ou même celle de Coco, qui avait été montrée par Samuel Paty, ils disent c'était ça, les caricatures. Donc il y a aussi quelque chose là où en fait il y a un monde qui ne s'est pas rencontré, à vrai dire. Et donc après on peut en débattre. Moi je trouve pas que ce dessin-là, c'est un petit jeune d'ailleurs qui lui avait tabassé sa prof pendant une minute de silence à Samuel Paty, un jeune extrêmement brillant qui était à la PJJ et qui était venu, voilà, parce qu'il était dans notre parcours pédagogique. Il nous avait dit, moi je ne veux pas avoir de photos du prophète. Très bien, on n'a pas montré de photos du prophète. Or, on en a discuté, qu'est-ce que c'est un interdit religieux, qui est censé respecter un interdit religieux, est-ce que c'est possible de respecter tous les interdits religieux? Un dialogue très très sain. Et lui avait en tête cette fameuse caricature que Samuel Paty a montrée, je ne sais pas si vous l'avez en tête, qui est violente évidemment, puisqu'elle fait appel à deux procédés de la caricature, à la fois c'est Mahomet à 4 pattes avec l'étoile sur l'anus. Une étoile aînée, oui, Star is Born. Et donc, effectivement, c'est des dessins qui sont compliqués pour des collégiens ou des jeunes, c'est qu'il y a 2 transgressions. Il y a la transgression de l'interdit religieux, et puis il y a la transgression du corps, la nudité, l'hypersexualisation. Donc, c'est ce dessin-là qu'il avait en tête, et on en a parlé, je lui ai rappelé le contexte de ce dessin, qu'il y avait un film autour de ce dessin. En fait, dans le fond, c'était juste une manière de mimer, de moquer aussi le film en question. Il avait été totalement d'accord, mais il disait, mais pour autant moi, ce dessin-là, il ne fait pas avancer le combat de la liberté d'expression. Et bien c'est pas grave, on s'est serré la pince, on a été prendre un chocolat, et c'était ça qui comptait en fait. Et je pense que cet échange-là a permis à lui, comme à moi d'ailleurs aussi, de revoir voilà, si être d'accord, c'est pas effectivement, tant mieux si on n'est pas d'accord, sinon on est dans un totalitarisme en fait. Donc on n'est pas d'accord, ce qui est intéressant, c'est d'arriver effectivement à débattre et en tout cas à pouvoir étaler ses arguments. Voilà.
Je vais aller un peu plus vite peut-être pour vous montrer la dernière vidéo. Donc, c'est ce truc que je dessine. On a un kit que vous pouvez télécharger gratuitement. Il y a 30 fiches pour apprendre à lire un dessin d'actualité. Je vous invite, c'est gratuit sur le site, on vous le livre. Et on a fait des vidéos, soit avec des dessinateurs, soit des vidéos pour lutte contre le racisme. Il y avait un dessin, l'année dernière, c'était un dessin de Charles qui traitait du racisme que Christiane Taubira avait vécu. Et puis là, je vais vous montrer la dernière vidéo de Dessiner Créer Liberté, voilà, qui est une vidéo de lutte contre l'antisémitisme. Ah oui, pour revenir apparemment, je ne sais pas pourquoi. Antisémite ou pas? C'est bien, c'est très bien. C'est bon. Antisémite ou pas antisémite? Le 21 mars 2012, le journal Charlie Hebdo sort en kiosque. Comme dans tout journal, on y trouve des articles sur ce qui se passe en France et dans le monde, mais aussi, et c'est sa spécialité, des dessins satiriques et des caricatures qui expriment le point de vue d'un dessinateur sur l'actualité. À la dernière page du journal, on remarque ce dessin. Une caricature de deux gamins avec les oreilles décollées et un air ahuri, des chiffres, des mots surlignés. Au premier coup d'œil, franchement, on n'y comprend pas grand-chose. Pourtant, si on prend le temps de l'analyser, ce dessin, c'est-à-dire de l'observer attentivement, de le recontextualiser et de l'interpréter, voilà qu'il se révèle fort pertinent. Logique, dans un bon dessin de presse satirique, rien n'est laissé au hasard, chaque détail compte. Alors, que voit-on? Description. On voit deux écoliers. La fillette porte l'étoile de David sur la poitrine. Le garçon, lui, est coiffé d'une kippa et de papillotes. Ces signes religieux sont spécifiques au judaïsme. Ces deux écoliers sont donc juifs. Ils ont la même expression, ils ne disent rien, mais ils nous regardent droit dans les yeux. Au-dessus de la fillette, il est écrit 1942. Avec la même écriture et au-dessus du petit garçon, il est écrit 1143. Sous les enfants, un texte court et souligné, calibre différent, mobile identique. En bas à droite, la signature du dessinateur Riff. Bien. Mais quel est le rapport entre ces deux enfants juifs, ces chiffres et ces quatre mots? Commençons par définir chaque terme. Un calibre, c'est le diamètre du canon et des projectiles d'une arme à feu. C'est en quelque sorte sa signature. Ensuite, qu'est-ce qu'un mobile? En droit, c'est la motivation qui pousse le criminel à agir. C'est la raison pour laquelle, par exemple, un tueur a tué. Poursuivons. À quoi fait référence 1942 au-dessus de la tête de la fillette? Associée à l'étoile de David portée à la poitrine, cette date renvoie immédiatement à la Seconde Guerre mondiale et au statut des Juifs qui avaient l'obligation de porter l'étoile jaune pour les distinguer du reste de la population. 1942, c'est aussi l'année des premières grandes rafles et des déportations massives. Effectuées à la demande du Troisième Reich d'Adolf Hitler dans sa politique d'extermination des Juifs d'Europe, ces arrestations sont menées en France avec la collaboration du gouvernement du maréchal Pétain et exécutées avec zèle par l'administration française. Lors de la rafle du Veldiv, les 16 et 17 juillet 1942, les policiers prennent même l'initiative d'interner des enfants. En 2 jours, près de 13 000 juifs de France, dont 4 000 enfants, sont traqués, parqués et affamés avant d'être remis aux nazis et convoyés jusqu'en Pologne pour y être assassinés. La petite fille dessinée ici illustre donc ces milliers d'enfants juifs déportés avec l'aide du gouvernement français. Quid du garçon maintenant? Qu'est-ce qu'il illustre lui? On s'attend aussi à trouver une année au-dessus de sa tête. Il y a bien 4 chiffres comme pour la petite fille, mais on lit 1143. Le terme calibre nous met sur la voie. 1143 est en effet le calibre d'une arme semi-automatique. Ok, alors que s'est-il passé dans l'actualité pour que le dessinateur associe ce petit garçon juif et ce type d'arme à feu? Contexte. Ce dessin a été publié le 21 mars 2012, soit 2 jours après les attentats de Toulouse et Montauban perpétrés par l'islamiste Mohamed Merah. Entre le 11 et le 19 mars 2012, il fait 6 blessés, tue
militaire et ouvre le feu dans la cour de l'école juive aux Aratora, où il abat un enseignant et ses 2 fils âgés de 3 et 6 ans et loge une balle à bout portant dans la tempe d'une petite fille de 8 ans. Pour perpétrer ses crimes, le terroriste utilise une arme de calibre 11-43. Voilà. Nous avons désormais toutes les clés pour lire ce dessin. D'un côté, le dessinateur représente une petite fille juive qui incarne les milliers d'enfants livrés aux nazis en 1942. C'est cette date associée à l'étoile de David qui permet de savoir de quel événement on parle. La rafle du Veldiv, symbole de la collaboration française. Et de l'autre côté, le dessinateur représente un petit garçon juif qui incarne les enfants abattus par Mohamed Merah. Là, c'est le numéro de calibre associé à la kippa et le papillote qui permet de savoir de quelle actualité on parle, les tueries à Toulouse en mars 2012. Alors, pourquoi le dessinateur croise-t-il ces 2 tragédies? Que cherche-t-il à nous dire? Interprétation. Du fait de sa composition graphique, des personnages quasi similaires avec des chiffres au-dessus de la tête et de l'usage d'adjectifs antinomiques, Riss nous pousse à la comparaison. Mohamed Merah est mu par le même mobile que les nazis, l'antisémitisme, l'obsession et la haine des juifs. À l'image de ces enfants qui nous regardent droit dans les yeux, ce dessin nous force à regarder les choses en face. 70 ans après la Shoah et l'extermination systématique de 6 millions de juifs, on assassine encore des individus et des enfants uniquement parce qu'ils sont juifs. Ici, le dessinateur ne cherche pas à nous faire rire, mais à nous faire réfléchir. Il convoque l'histoire pour transmettre son indignation, pour condamner les exactions dont sont régulièrement victimes les juifs et pour fustiger la logique meurtrière du bouc émissaire. Depuis plus de 2000 ans, de l'antijudaïsme chrétien aux théories du complot contemporaines, les juifs continuent d'être désignés par certains, et de manière totalement irrationnelle, comme étant responsables de tous les maux de la terre. Une vision délirante nourrie par un type de dessin bien particulier, la caricature antisémite qui traverse les siècles et les frontières, qui reconduit les mêmes clichés et qui projette les mêmes fantasmes. Dans les caricatures antisémites, les juifs sont très souvent représentés comme des personnages repoussants, aux mains et aux pieds griffus, aux lèvres lippues et aux nez surdimensionnés et crochus. Déshumanisés, animalisés, diabolisés, les juifs seraient partout, dirigeraient le monde et la finance et vampiriseraient l'humanité. Des représentations si simplificatrices qu'on pourrait en rire, sauf qu'ici, elles servent à stigmatiser une population en raison de ses origines et de ses croyances, et à la désigner comme cible. C'est dire si le dessin n'a pas toujours les mêmes dessins. Riss s'appuie sur des faits, il se sert de la satire pour relier l'actualité et l'histoire, et de la caricature pour décrire une réalité avec un minimum de mots. Les caricatures antisémites, elles, inventent un monstre qui n'existe nulle part et banalisent la haine. Alors, devant un dessin ou une image, il faut se poser 4 questions. Où le dessin est-il publié? Quelle est la ligne éditoriale du support de publication? Qui est l'auteur du dessin? À quelle actualité réagit-il? Quel message veut-il vraiment faire passer? Ce type de dessin diffuse un message antisémite. Ce dessin de Riss condamne l'antisémitisme. Après, enfin voilà, évidemment, toutes nos vidéos sur la compagnie, ça fait un peu BRP, mais c'est pour que voilà, vous soyez au courant. Accompagné d'une fiche d'accompagnement pédagogique où on reprend toutes les images une à une pour les sourcer, évidemment, c'est important pour nous. Voilà, et dans cette fiche d'accompagnement pédagogique, on se demande si qu'est-ce que c'est un juif, est-ce qu'on peut rire des juifs, parce que bien souvent, évidemment, oui, on a le droit de se moquer des musulmans, mais pas des juifs, et bien sûr qu'on peut se moquer des juifs, qu'on peut critiquer la politique israélienne. Enfin voilà, donc c'est un peu les outils sur lesquels on s'appuie pour travailler avec nos publics et qui fonctionnent, alors peut-être pas celui-ci au collège, mais à partir du lycée, et ça jusqu'en prison. Voilà, je n'ai pas encore testé en prison, mais j'ai testé avec des jeunes de la PJJ, et ça marche bien. Pendant 2 heures, on a discuté, parce que mine de rien, est-ce que vous pouvez le dire sur les slides de tout à l'heure? Ouais, vite fait, hein.
c'est que par exemple, il y a, non pas cela, juste après la vidéo plus loin, dessin de Cabu, ouais. Parce qu'en fait, dans le fond, sur la rafle du Veldiv, on n'a qu'une image. C'est celle, vous savez, des bus. Donc comment on fait pour illustrer ce contexte-là quand il n'y a pas d'image? Donc là, ça a été un gros travail avec le mémorial de la Shoah, c'est d'essayer de s'approcher au plus près de la réalité. C'est-à-dire que les Juifs qu'on voit là sont des Français qui arrivent peut-être à Auschwitz. Enfin, voilà, donc c'est compliqué, et donc ça c'est important aussi, c'est qu'une image, on peut la manipuler aussi. Là, en l'occurrence, elle vient servir un discours de paix et de rapport critique au réel, mais elle pouvait tout autant servir à autre chose. Et donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire ou voir l'exposition Cabu, la rafle du Veldiv, mais voilà, là on a effectivement, là vous pouvez les passer, c'est juste pour dire qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est que là où il n'y avait pas d'image, il nous donne à voir une réalité. Cabu qui est magnifique, où en fait chaque personnage a sa propre histoire, sa propre expression. Vous pouvez les passer, voilà, en tout cas je vous invite à... Ça c'est des supports qui sont vraiment passionnants, parce que c'est du dessin, on n'est pas dans du reportage dessiné, mais en tout cas, c'est une forme d'illustration du réel qui est extrêmement bien réussie. Voilà, je ne veux pas tenir le crash. On va peut-être terminer sur les caricatures où on se marre un peu. Je vous laisse passer. Merci. Mais après, de toute façon, moi j'ai fini mon... Vous voyez, dans ce dessin-là, c'était Gogo qui l'avait fait le 13 novembre. Et bien les complotistes, ils vont retourner et ils vont dire ah ouais, voilà, il n'y a pas de secret, le 13 novembre c'est les Juifs, vous voyez, on a rencontré la menorah. Voilà. C'est toujours intéressant de voir où ça peut pousser. Et puis le dernier dessin, il vous passe le micro évidemment. Voilà. Où on explique que voilà, là on peut rire, oui, du judaïsme. Voilà, ça ne fait pas forcément plaisir aux croyants. Oh non, non, elle n'est pas. Donc voilà, c'était tout, c'était pour finir là-dessus. Voilà. Merci Agathe, merci pour. Donc, expliquez-nous un peu ce que vous faites à la LICRA dans le cadre scolaire et extrascolaire. Vous travaillez aussi sur les réseaux sociaux. Vous m'avez parlé de valorisation de ce que vous appelez l'universalisme républicain. Et puis vous avez un dernier bébé, je crois, ce que vous appelez un atelier de citoyenneté numérique. Absolument, absolument. Bah, écoutez, je vais commencer par la fin de ce que j'avais prévu de vous dire. On va travailler ensemble. Voilà, je pense qu'il sera utile effectivement de travailler ensemble. On en avait déjà parlé avec Serge Barbet, mais avec vous aussi, parce que je crois qu'effectivement vous avez des outils remarquables. Et au sein de la LICRA et donc du réseau d'éducation, effectivement, on n'a pas la compétence que vous avez par rapport en particulier à l'analyse du dessin. Comme elle avait précisé, on est une association universaliste. Notre acronyme dit bien ce que nous devons faire, c'est-à-dire de lutter contre le racisme et l'antisémitisme, bien sûr les discriminations aussi, en valorisant les principes républicains. Et on est confronté souvent directement aux enfants, soit dans le cadre scolaire, et on essaye évidemment d'élargir maintenant au cadre extrascolaire. Donc on est face à des élèves, je vous apprends rien, ils ont des idées ancrées dans un contexte familial, un contexte social et un contexte religieux, et c'est au travers de cet ancrage dans des contextes bien particuliers qu'ils vont aller sur les réseaux sociaux et adhérer à certains réseaux sociaux. Alors bien sûr, sur les réseaux sociaux, ils pourraient aller regarder les journaux, tous les journaux sont publiés sur les réseaux sociaux, que ce soit Le Monde, Le Figaro, etc. Mais c'est pas là qu'ils vont, c'est pas vraiment là qu'ils vont. Donc effectivement, l'information, le métier de journaliste doivent être enseignés parce que ça nous permet d'expliquer que il y a des signatures, qu'on est en opposition à l'anonymat des publications des réseaux sociaux sur lesquels ils vont, qu'on est dans une notion de recherche de vérité ou de réalité du moins, avec bien sûr en sachant que l'objectivité est une notion relative, mais leur réalité, elle dépend du contexte psychosocial, du contexte psychosocial de cette génération. Les réseaux sociaux
enlève un poids aux informations, parce qu'il n'y a pas le besoin de sources, c'est anonyme, etc. Et ça nivelle la fiabilité et la hiérarchisation. Ce qui fait que les élèves deviennent captifs et fragiles à l'égard des faits, qui sont soit inféodés, soit réels. Et bon, il faut connaître cette démarche psychologique de l'enfant. Alors on a quand même développé un petit peu le lien avec les réseaux sociaux plus classiques. Il y a des camarades dont je parlais effectivement de ce qu'on fait, de ce que font camarades ici qui utilisent la web radio. Je sais, dans la Drôme, à Angers, voilà, ça se fait, parce qu'il y a une utilisation qui permet à l'élève de créer lui-même son information. Et nous avons des thématiques qui sont incontournables, évidemment, dans le cadre de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Nous avons quand même des thématiques qui ne peuvent pas paraître directement liées à ça, mais qui le sont, et en particulier la liberté d'expression. J'ai parlé avec une amie qui est dans le Bas-Rhin, et qui me faisait remarquer que quand on parle de la liberté d'expression devant les enfants, on est confronté à deux réactions. Une première réaction, c'est de dire « moi j'ai le droit de tout dire ». Moi j'ai le droit de tout dire. Voilà. Mais l'autre, non. Et puis alors surtout l'autre, quand il passe par l'humour. Parce que l'humour est vécu, n'est pas compris. Le second degré n'existe pas. Voilà. Donc, il y a... Et ces notions de la liberté propre à chacun mais interdite à l'autre amènent à un rapprochement de l'idée de liberté un peu à l'anglo-saxonne, au sein de laquelle ils imaginent une toute-puissance. Je fais ce que je veux quand je veux. Donc pour lutter contre cette absence de la notion d'humour et surtout du deuxième degré, il y a eu par exemple à Châlons en Champagne une étude sur Cabu avec une exposition et une analyse des représentations qui ont été faites par Cabu. Alors bien sûr, il faut développer l'esprit critique. Alors l'esprit critique à développer, c'est au niveau du texte et de l'image et du texte. Donc l'image, vous en avez beaucoup parlé, et effectivement son utilisation comme support propagandaire en particulier doit être analysée. Et en particulier, à l'heure actuelle, avec la montée de l'antisémitisme, et puis aussi dans le contexte actuel de manipulation lié à la pandémie, à l'inégalité sociale, cette étude est indispensable. Et pour faire cette étude, on a deux ateliers actuellement. Enfin, on a un atelier par un de nos camarades qui, je crois, est là, qui travaille avec tous les musées européens et autres sur l'étude depuis le Moyen-Âge des textes, des images, des peintures, des représentations statutaires sur le statut, sur les représentations antisémites et racistes, en particulier le racisme anti-musulman, et qui est assez intéressant. On travaille maintenant, on a initié un travail avec Joël Kotek aussi, sur l'analyse de l'image au travers et puis du texte aussi, au travers de l'étude des différents génocides du XXe siècle. Concernant le texte, la compréhension de la construction des discours contenant les éléments à prendre en compte que sont la catégorisation, la hiérarchisation et l'essentialisation peuvent être faites au travers, par exemple, d'études de radio. Ce que moi j'ai tenté de faire, je crois que certains de mes camarades ont fait, c'est l'analyse de 1000 collines, la radio des 1000 collines, génocide du Rwanda, 10 ans de radio de 1000 collines, où on n'a jamais prononcé le mot Tutsi. Jamais. On parlait des cafards. Ça, c'est des outils qui sont clairs, faciles à utiliser auprès des élèves. Sur le thème de l'analyse de texte et face à un comportement qui tend vers la racialisation et qu'on rapporte sous le terme de wokisme, on a aussi établi au sein de la LICRA un atelier qui travaille bien
sur ce vocabulaire et on a initié pour la première fois devant des classes. Donc l'étude des textes racistes antisémites prend compte quand même une difficulté, c'est qu'on est face à des élèves, je vais utiliser un terme de Yanis Roder, qui a un faible stock de mots. Ces jeunes se réfugient donc dans des schémas simples qui correspondent. Voilà. Ce parcours donc, doit être transdisciplinaire avec l'aide des enseignants qui est indispensable. Ces sujets donc, précédemment décrits doivent permettre la compréhension de la construction de la haine en ligne. Et ce thème nous oblige à étudier les modalités de fonctionnement des réseaux sociaux, parce que les enfants utilisent les réseaux sociaux, mais ils ne savent pas comment ça marche. Vous leur demandez comment on cherche la signification d'un mot, majoritairement, je ne sais pas sur tous les enfants, mais beaucoup. Je tape le mot et puis je dis ouais, et t'as quoi? J'ai la réponse. Ouais, t'as une réponse? Ah bah non. Comment tu sais que la réponse est bonne? Là, ça commence à devenir un petit peu plus difficile. Il y a un besoin d'étudier comment fonctionne non seulement un réseau social, mais c'est surtout comment on arrive à la violence dans l'expression sur les réseaux sociaux. Ce que les enfants ne connaissent pas, c'est que là, on n'est pas dans l'information, on est dans le commentaire. Et quand il y a une information qui va arriver, il va y avoir des commentaires. Si vous lisez les commentaires successivement dans le temps, vous allez vous rendre compte que le commentaire le plus récent ne répond pas à ce qui avait été dit au départ. Il y a une aggravation on répond aux commentaires avant, on répond parce qu'on veut être aussi dans la logique des camarades, etc. Donc il y a aussi cette étude de la montée de la violence qui est je pense, importante. Voilà. Donc je pense qu'il faut aussi sortir l'enfant de l'arc narratif qui l'amène dans un collectif rassurant. Bien sûr, toutes ces situations amènent les enfants à adhérer aux théories du complot. L'antisémitisme en est l'expression la plus majoritaire. Elle favorise la pensée du « moi je sais » et je pénètre dans les secrets du monde. Et ainsi rassure. Ces théories du complot sont exprimées, si je puis dire classiquement, par la manipulation et la volonté de domination mondiale des Juifs, mais aussi par la négation de la Shoah, ou par des messages type Hitler aurait dû finir son travail. En juillet 2022, une publication sur la falsification et la négation sur les réseaux sociaux qui avait été commandée par l'UNESCO, l'ONU et le Congrès juif mondial, en un mois, en juillet, a dénombré 4000 posts antisémites, négationnistes sur les réseaux sociaux. Donc la réalité du concept génocidaire est dans ces médias mal décrits, détournés, et on peut aussi supposer qu'on le retrouve dans des expressions de l'antisionisme qui seraient, dans certains cas, qui seraient le faux-nez de l'antisémitisme, dans beaucoup de cas. Et cet antisémitisme, tel qu'il se propage, est tellement propagé qu'il finit par ne plus avoir besoin que d'un seul mot pour s'exprimer. Qui? Tout le monde sait ce qu'il y a derrière ce mot-là. La difficulté face à ces théories du complot est que le complotiste a réponse à tout et qu'existe une constante, c'est l'argument de l'autorité, en utilisant la vie, entre guillemets, d'un expert. Il existe donc une volonté de respectabilité et le discours est construit pour un public où une anthropologie culturelle doit être connue. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je me suis retrouvée confrontée, moi, c'est un terme qu'on a
construit avec Jacqueline Costa-Lascaux, qui est « Je suis face à une population dont la légende est la structure de construction culturelle ». J'ai travaillé au Mali, je peux vous dire que la construction du conte, de la légende, construit la croyance. Et donc, quand je me suis trouvée dans des classes où j'avais j'ai souvenir de jeunes filles en particulier qui avaient entendu de leur grand-mère, quand elles rentraient chez elles, dans leur pays d'origine, où la grand-mère existait souvent, des légendes. Ma grand-mère m'a dit que, et quand vous regardez les théories actuelles qui sont diffusées sur les reptiliens, eh bien dans le langage que les enfants présentent de ces reptiliens, vous retrouvez le langage que vous avez entendu chez les conteurs. Voilà. Donc voilà, j'ai présenté un petit peu, c'était un peu pessimiste que je vous présente, mais j'ai fait un petit constat voilà, de nos expériences. Bon, c'est vrai que nous, en tant qu'ULTRA, avec les moyens, mais surtout avec notre statut de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, on a une entrée vers la connaissance des médias effectivement par cet abord qui est le racisme et l'antisémitisme. Je voudrais juste en conclusion vous présenter effectivement ce qu'on a mis en place et qu'on vient d'initier. C'est un protocole d'atelier qu'on appelait effectivement citoyenneté numérique. Dans le cadre de ces ateliers, on demande, c'est l'élève qui fait. C'est l'élève qui fait. On lui donne un thème et on met devant son ordinateur. C'est lui qui cherche. Et c'est lui qui va chercher les sources, pourquoi, comment, etc. Et finalement construire un livre. C'est un moyen pour les élèves d'apprendre à se servir d'un moteur de recherche, de créer, de construire. Je pense que c'est très important quand on va voir les élèves de leur montrer que oui, tu peux et on a confiance en toi. Et puis ce type d'atelier peut peut-être nous amener aussi à construire avec les élèves un code de prudence pour être informés sur Internet, analyse des moteurs, des sites, méthode d'analyse du fond d'information. Nous avons donc nous aussi quelques outils, voilà. Nous abordons dans le cadre scolaire les médias de l'information, comme j'ai dit, par le racisme et l'antisémitisme, et nous devons probablement maîtriser d'autres voies d'abord de la notion d'information, et c'est là que le travail commun sera utile. On va donner la parole à la salle, peut-être rapidement. J'avais une question, mais là on va devant la parole à la salle. Oui, je vais devoir vous laisser parce que je vais un petit peu travailler, mais je voulais juste d'abord vous remercier tous et je vous retrouve tout à l'heure. Dans le droit fil de ce que nous nous sommes dit depuis le début de l'après-midi, qui consiste à créer des partenariats, des synergies et des complémentarités. Je trouve, le travail que nous faisons et que tu fais avec Bernard est absolument remarquable, mais je me dis que les deux petits ambassadeurs de Susanna Dora, c'est-à-dire laisser plus encore la place dans la communication à des jeunes qui auraient peut-être leur carte l'ICRA, non, on peut se dévoiler, mais comme outil de transmission, je trouve qu'il y a vraiment matière à réflexion, à partenariat, à synergie, et voilà, je voulais lancer cette piste de travail. Je vous laisse et à tout à l'heure. Très bon. Question ?
Je suis un ancien prof. Je dis ça pour essayer de mettre en perspective une question presque iconoclaste par rapport à ce que vous avez dit, c'est-à-dire la question du rôle de l'information. Je partirai de Mbappé, pardon. Mbappé, c'est un bon exemple. oui, mais un registre que je ne sais pas si vous le connaissiez. Mbappé, enculé de nègre, en juillet. C'était un tag à l'époque des Gilets jaunes. Mbappé, enculé de nègre, en juillet. Je doute que l'on puisse, d'abord que ce soit une information en soi, et je doute qu'on puisse apporter par rapport à ça une contre-information. Deuxième cas, c'est pour vous peut-être, François Héran, professeur au Collège de France. Il connaît les informations. S'il y a quelqu'un qui, en France, connaît les informations, c'est un professeur au Collège de France. Bon. Par rapport, je ne vous apprends rien en disant que par rapport à l'information que représenteraient les dessins de Charlie, ou la contre-information que représenteraient les dessins de Charlie, il est disons, très réservé, au minimum très réservé, c'est une méthode. Troisième point, et là je rejoins peut-être quelque chose que monsieur a dit tout à l'heure sur la poésie. Au fond, et c'est une question pour vous, ça vous parlait, les profs d'un registre, je crois, où les professeurs, je disais j'étais un ancien professeur, les professeurs ne donnent pas d'informations. Au contraire, ils essayent de retirer au langage, et peut-être je rejoins aussi quelque chose qu'Hélène a dit au fond, à côté de l'information, il y a le commentaire. Il n'y a pas que l'information, il y a le commentaire. J'irai un peu plus loin, il y a dans le langage du professeur, dans la transmission du professeur, un moment ou un registre qui se défait, qui écarte toute information et qui écarte, je dirais, qui déconstruit, j'ai été élève de Derrida, qui déconstruit l'information. Et c'est la poésie. La fille de Minos et de Pasiphae. Pas une information. Vous voulez dire comme vous voudrez, c'est pas une information. Héroud se demandait quel dieu, quel moissonneur de l'éternel été avait en s'en allant négligemment jeté cette faucille d'or dans le champ des étoiles. Pas une information. C'est quoi la question? Aboli sur les crédences au Sanovide, Nultix, aboli Bibelot. C'est quoi la question? Pas une information. Alors qu'est-ce que c'est ce qui n'est pas une information? C'est la poésie, bien sûr, mais c'est l'hypothèse que je lance comme ça, et à mon avis c'est aussi un message pour la LICRA et pour l'éducation contre le racisme et l'antisémitisme. Ce qui n'est pas une information, c'est l'éducation à l'autre. Ce qui n'est pas une information, c'est le surgissement de l'autre, qui est l'élément même de la déconstruction. C'est quoi la question? Je vais juste répondre par rapport. Évidemment, vous avez raison. Ce dont on a parlé tout à l'heure, quand je parlais de Kylian Mbappé, bien sûr, il ne s'agissait pas d'informations, mais d'insultes. Et en fait, ce que je voulais porter à la connaissance, c'était la réaction différente par rapport à ces insultes. Mais bien évidemment, il n'est pas question d'apporter une autre, enfin de traiter ça comme information, d'apporter une contre-information. D'ailleurs, nous, sur les réseaux sociaux, en fait de la médiation, parce que sinon ce n'est pas possible, et on enlève systématiquement, bien évidemment, les commentaires qui sont insultants, et régulièrement on dit pourquoi on les enlève, c'est-à-dire qu'on tolère des avis différents, mais par contre, évidemment, pas des insultes. Voilà, je voulais être très clair là-dessus, qu'on ne mélange pas insultes et informations. Je voulais compléter, puisque vous avez posé d'autres questions, qui est uniquement, finalement, qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qu'on enseigne. Et le sujet de l'éducation média et de l'information, peut-être que notre présentation est quelque peu biaisée par la présentation qu'on en a faite. Il ne s'agit pas de faire entrer les médias à l'école pour faire entrer les médias à l'école. Il ne s'agit pas de faire entrer l'information à l'école pour devenir un objet d'étude particulier, et bien pour travailler sur une éducation
à la mise à distance, au renforcement des capacités d'analyse critique et effectivement de contenus qui ne sont pas que des informations d'ailleurs médiatiques du traitement de l'actualité. Que l'on peut, à travers les pédagogies actives, on a dit tout à l'heure, et Hélène le disait, mettre l'élève en situation de produire. Elle a parlé de web radio également à l'école. Et ce sont des outils qu'on utilise aujourd'hui pour quoi faire? Pour travailler sur l'écriture, pour travailler sur la lecture, pour travailler sur les fondamentaux, c'est-à-dire préparer effectivement une émission qu'on va pouvoir ensuite présenter avec une partie technique pour certains élèves. J'ai vu des choses dans le lycée professionnel, une partie éditoriale où l'élève va se lever et déclamer au micro un texte qui peut être de la poésie. On peut faire de la poésie par ce biais-là. C'est-à-dire renforcer, on n'est pas dans une approche absolue de dire on va faire l'interdisciplinarité pour le plaisir de faire l'interdisciplinarité. Nous sommes dans des méthodes pédagogiques et le petit film que nous avons construit mettait en exergue les pédagogies du 19e, du 20e, avec quelques noms comme Célestin Freinet et autres, qui sont tombés un peu en désuétude dans nos systèmes éducatifs pour arriver à un point où même j'ai eu le sentiment, moi, qui ne suis ni pédagogue ni enseignant, mais que je prononçais un gros mot dans l'éducation nationale quand je parlais de pédagogie. Et la réalité de ce que nous observons aujourd'hui, c'est que nous avons effectivement des corps d'élèves qui sont en grande difficulté dans les apprentissages. Il y a des études qui le disent, on voit que l'apprentissage de la lecture, effectivement, pose des difficultés, qu'il faut qu'on trouve des méthodes, que nous trouvions des méthodes efficientes, des pédagogies pour mettre les élèves dans l'apprentissage avec le plaisir d'apprendre. Et effectivement, l'outil web radio, par exemple, on est dans une pratique qu'on essaie de généraliser au niveau du collège, et on voit vraiment des enseignants qui nous disent mais c'est compliqué à mettre en place, c'est pas simple pour nos enseignants, parce que ça nous oblige à sortir de certains carcans, mais c'est efficace. Et on a des élèves qui trouvent un plaisir à apprendre à lire, à écrire, parce qu'à écrire une émission radio, oui, il faut la préparer. Et puis à travailler des compétences, celle de l'oralité, celle de pouvoir se lever devant ses camarades, après un travail en collaboration, de déclamer. Bon, donc c'est vrai que j'entends ce que vous dites, et qui est parfois un reproche qui peut être fait en disant attention, ne nous trompons pas, le temps politique, le temps médiatique, ce ne sont pas des temps compatibles avec le temps de l'éducation. Et nous sommes d'accord, totalement d'accord. Donc là-dessus, encore une fois, ce que nous faisons avec les médias, c'est pas venez à dire aux enseignants comment faire la classe, ou venez décrire vos médias dans l'espace scolaire. Ils n'ont pas libre en tête, et c'est quelque chose qui, comme je disais tout à l'heure, que depuis 2015, beaucoup de pratiques ont été développées. Je disais aux collègues du Crédit, nous arrivons au bout d'un cycle. Nous avons eu 2015, nous arrivons aujourd'hui avec cette profusion de propositions à devoir faire le tri et l'analyse critique de ce que nous faisons aujourd'hui pour dire est-ce qu'on est bien sur les objectifs d'éducation et pas sur autre chose. C'est quelque chose qui est très surveillé aujourd'hui puisque des groupes importants, je parlais de France Télévisions tout à l'heure, aujourd'hui il est admis que ces groupes ont leur place dans, par exemple, les plans académiques de formation des enseignants sur des thématiques très précises de l'éducation, médias et l'information. Et le ministre en particulier me disait faites bien attention, vous surveillez, Clémy, votre rôle c'est de surveiller que dans ces formations on ne fait pas autre chose que travailler effectivement sur ces enjeux d'éducation, médias et l'information aujourd'hui qui sont importants eu égard au fonctionnement de nos sociétés numériques et la place de l'information, une information, des informations évidemment, au pluriel. François Héran, merci beaucoup. Tout à l'heure, je n'ai pas osé le citer, je me suis dit, Agathe, ne viens pas encore t'énerver pour un oui ou pour un non. François Héran, on va le faire vite fait. J'étais dans le train, et mon ami. François Héran, oui, donc c'est un historien, on va dire, un historien du Collège de France. Je l'ai découvert à la faveur, on va dire, d'un article dans Philosophie Magazine. Donc une amie qu'on prenait le train ensemble avait un vieux philo magazine dans son sac, donc je le lis sur la liberté d'expression, et que vois-je dans cette interview François Héran qui dit qu'en fait Samuel Paty a fait son cours avec une fiche de dessinée créée et liberté, le fameux dessin dont je parlais tout à l'heure avec ces deux entrées, ces deux procédés de la satire, donc ce prophète vu de dos avec une étoile sur l'anus, une étoile aînée,
Et donc, en fait, il avait suivi cette fiche de lecture pour faire son cours, et que donc, évidemment, en gros, d'une certaine manière, Dessiner, Créer, Liberté, et par ricochet, Charlie Hebdo était bien sûr responsable de la mort de cet enseignant. Alors, évidemment, première chose, ce qui en dit très très long sur la méthode de ce type quand même, c'est que en fait, la première chose, c'est que cette fiche, elle a été faite évidemment après l'assassinat de Samuel Paty. Elle a été faite dans le week-end qui a suivi cette tragédie, pour justement pouvoir donner aux enseignants des clés de lecture de ce dessin-là, si jamais il y avait des élèves qui s'interrogeaient. Parce que c'est vrai que c'est un dessin, nous à Dessiner, Créer, Liberté, on ne l'aurait pas utilisé, ce dessin, pas parce qu'il pose problème, parce qu'il est compliqué à expliquer. Il y a deux transgressions à expliquer à des jeunes, c'est pas évident. Mais pas de souci, on a ce dessin, il y a un contexte, quand on comprend le contexte, on sait qu'il ne pose absolument aucun problème. Samuel Paty n'a fait absolument aucune faute. Donc, sauf que c'est très embêtant pour un chercheur qui se dit historien, parce qu'en fait, toute sa thèse, elle tombe, en fait. Le plus triste dans cette histoire, c'est que François Héran a été reçu partout. On lui a déroulé le tapis rouge, où il a répété ça. Certains journalistes ont dit, non mais en fait, la fiche a été faite après. Oui, non, mais c'est pas la question. En fait, si, c'est la question. Quand on est chercheur, en fait, on a une méthode. Donc là, déjà, tout s'effondre. Qu'est-ce que ça vient dire? Ça veut dire que dans les plus hautes sphères intellectuelles aujourd'hui, il y a des gens qui sont encore intellectuellement prêts à viser Charlie Hebdo pour qu'il se fasse assassiner. C'est idéologique. Le contexte, il n'en fait jamais référence. Pour un historien, c'est quand même surréaliste. Et à vrai dire, moi, je suis en train de relire tout ce que ce monsieur a produit, et je vous assure que ça va cogner, parce que c'est pas possible. Non, mais c'est aberrant. Mais c'est vrai aussi que là, les médias aussi accueillent ce type-là qui a un discours un peu comme ça, c'est le bon samaritain, en fait, à la posture. Notamment le racisme, c'est lui, parce qu'apparemment les musulmans ne peuvent pas avoir le sens de l'humour, hein. C'est quand même ça ce que ça vient dire derrière. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Finalement, les fanatiques ont eu raison de tuer ceux qui ont dessiné les caricatures, les fanatiques ont eu raison de tuer ceux qui ont montré les caricatures. La prochaine étape, du coup, c'est de donner raison à ceux qui vont les regarder et qui les lisent, ces caricatures. Voilà, donc je vous remercie d'avoir permis de pouvoir poser ce petit Google. Merci. Serge, ensuite une dernière question. Et un petit ajout par rapport, alors pas sur François Héran, mais sur la question d'une parole des élèves qu'au niveau du crédit, nous entendons régulièrement de la part d'élèves, de jeunes, qui nous disent les médias, globalement, n'aiment pas les musulmans. Ça, c'est quelque chose qui est récurrent, qu'il faut bien avoir à l'esprit. Quand vous êtes pendant la semaine de la presse et des médias dans l'école, au studio 104, il y a à peu près 500 élèves, et qu'une gamine de 13 ans se lève, prend son courage à deux mains pour dire les médias, vous n'aimez pas les musulmans, elle est tremblotante, et nous devons accueillir cette parole-là. Nous devons comprendre cette parole-là. Nous devons essayer de comprendre d'où elle vient. Nous devons chercher un peu la source, nous aussi. Et c'est vrai que cette parole, on l'a eue, et je l'ai de façon récurrente. Et elle est arrivée pendant une édition de la Semaine de la Presse, alors que nous envenions un groupe d'élèves de l'Académie de Créteil, dans l'ancien siège du journal Le Monde, boulevard Auguste Blanqui, et un élève a repris cette parole très fortement. On lui a demandé effectivement ce qu'il laissait dire et penser que les médias n'aimaient pas les musulmans. Les médias n'aiment pas les musulmans, disait-il, parce que c'était un mois après l'attentat contre le Christchurch, contre une mosquée, contre des fidèles musulmans dans cette mosquée, et il avait dit les médias n'en parlent pas. Et nous avions effectivement, face à ces élèves, c'est un atelier d'éducation de médias, et une journaliste qui a été imprécise dans sa réponse. Elle a dit, moi, dans mon média, j'en ai parlé. Alors, l'élève disait c'est BFM. Alors peut-être que BFM en a pas parlé, c'est BFM, et là il y avait une erreur. Et c'est vrai que nous devons être exemplaires dans la connaissance de ce que nous voulons transmettre, parce que l'élève s'est engouffré dans cette faille, dans cette erreur de la journaliste, parce que imaginez que BFM ou le TV, une chaîne d'information continue, aurait fait l'impasse sur un tel attentat, évidemment c'était bidon. Et donc, il a fallu derrière travailler avec l'élève, l'emmener avec nous, et comme nous étions au Monde, nous sommes allés dans la rédaction, et dans la rédaction en particulier du Monde.fr. Et devant les journalistes, on les disait, mais redis-nous la question que tu posais, pour savoir si les médias ont effectivement traité de ce sujet-là. Il n'osait pas poser sa question, et puis une fois qu'il a réussi à la poser, à l'exprimer devant plusieurs adultes,
les journalistes du monde qui vont faire derrière leur écran, regardez, de côté, on dit nous avons fait 179 articles sur cet attentat. 179 articles sur cet attentat. Ce qui a permis derrière de travailler avec ces élèves, ce groupe d'élèves, c'était une demi-douzaine, sur comment ça fonctionne l'information. Pourquoi 179 articles? Pourquoi autant? Parce qu'il y a des mises à jour. Comment fonctionne l'information en ligne, effectivement. Donc on voit qu'on est sur, on part pour le coup, un cours de littérature, on est les mains dans le conduit, au cœur de la machine, pour déconstruire des préjugés, des stéréotypes, des discours contenus sur comment finalement les médias nous traitent. Et puis le soir, je suis rentré chez moi, j'ai mis la radio, il était 22h, je suis tombé sur une radio Point d'écoute avec une émission satirique où les musulmans, c'était pas Radio Mille Collines, mais c'était dégueulasse. Et donc il y avait une parole qui était très anti-musulmane, avec des éditorialistes dont on a déjà parlé. Et donc forcément, je me suis dit, pour nous, combien c'est compliqué? D'où vient ce discours? D'où vient ce sentiment de persécution? Est-ce que c'est un discours victimaire qui est entretenu dans un domicile familial? Est-ce que c'est une idée reçue? On essaye effectivement, l'élève, de prendre le leadership sur un groupe d'élèves pour dire, regardez, nous sommes des victimes et je vais être là-dessus en pointe pour porter la bonne parole, etc., etc. Donc c'est un sujet qui est complexe, mais cette parole-là, effectivement, m'incite à dire que la question d'exemplarité, aujourd'hui, au-dessus de tous ceux qui sont au-dessus de l'école, les parents, les responsables publics, tout à chacun, effectivement, c'est extrêmement important, parce que sinon, derrière, on peut ramer longtemps. Si vous le permettez, j'aimerais bien ajouter, parce que nous avons fait la même expérience quasiment dans toutes les classes, quand nous sommes souvent dans des banlieues un peu compliquées, dans toutes les classes, ce sentiment, il est omniprésent. C'est-à-dire que les élèves sont persuadés qu'on fait exprès, par exemple, de ne pas parler des Ouïghours. On a fait une vidéo aussi sur la problématique des Ouïghours, et c'était clair que pour le nombre d'élèves, c'est clair, on ne veut pas en parler, parce que ce sont des musulmans. Et moi, j'ai l'impression que ce qui se joue aussi, mais bon, c'est un vaste débat, c'est une mécompréhension de la relation, quand même un peu particulière, en France, entre État et religion. C'est-à-dire que, en fait, les élèves, quand on leur fait découvrir, j'avais fait ça, découvrir toutes les unes de Charlie Hebdo, et puis ils voient qu'il y a la Vierge Marie dessinée, etc., moquée, ils sont très surpris. Parce qu'en fait, ils ne se rendent pas compte que c'est pas un rapport musulman qui est peut-être problématique, mais que le rapport à la religion peut être pour eux particulier. Voilà, donc c'était juste un petit... Merci. Peut-être juste une dernière intervention et puis on va clore les débats. Moi, je voulais juste dire qu'il me semblait essentiel dans l'éducation aux médias et à l'information de ne pas viser une catégorie particulière, dans le sens où l'éducation aux médias et à l'information est importante pour la jeunesse en général, et pas spécialement cibler ça sur une jeunesse qui aurait 500 mots de vocabulaire. Je pense qu'il y a d'énormes dangers également dans cette jeunesse qui a bien plus de 500 mots de vocabulaire. Merci. L'éducation globale. Juste alors, monsieur le président. Pour vous dire qu'on a une demande forte des établissements privés sous contrat, une demande extrêmement forte dans lesquels nous intervenons également. Il n'y a pas de... Oui, c'est juste, c'est un grand merci parce qu'on est là dans les écoles primaires, dans le secondaire, et les illustrations que vous venez de nous donner nous renforcent le fait qu'il fallait aussi être très offensif et aller vers et risquer d'être dans l'échange et pas dans la perfection mais dans l'échange pour gagner la confiance et puis petit à petit gagner. Merci. Je voulais. Alors, juste une chose, d'être offensif, mais de se former aussi, et d'être à plusieurs aussi, si il n'y a pas de seul. Si on a l'importance de la culture de l'image, je pense qu'on a parlé de la poésie et c'est important. Je veux dire, il y a la question des arts et pour lutter, pour favoriser la compréhension de la complexité du monde, renouer avec une sensibilité qui ne soit pas seulement conflictuelle. Voilà, la culture de l'image et la culture des arts en général, qui sont aujourd'hui assez maltraités dans ce contexte. Merci beaucoup, merci à nos 7 intervenants, merci encore.